Caroline Frizou, bonjour et merci d'avoir accepté cette interview pour l'alternative.fr. Bonjour Aurore, merci à toi. Alors, je suis vraiment très contente de t'accueillir pour cette interview. Voilà, donc pour te présenter, Caroline, on peut dire que tu as de nombreuses casquettes. Tu es, je vais essayer de pas en oublier, tu es cadre dans la fonction publique, tu es également coach, tu accompagnes des gens en séance de coaching, tu travailles dans une école, en tout cas tu donnes des cours, voilà. Tu écris également dans des magazines et puis tu es maintenant écrivain avec la sortie prochaine de ton premier livre, Les 4 sagesses indiennes, qui sort le 26 février, donc tout bientôt. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, s'il te plaît? Oui, alors mon parcours n'est pas linéaire, il est très très atypique. Je pense que c'est aussi un phénomène, en tous les cas, moi que j'ai observé dans le cadre de mes accompagnements. Donc je vais essayer de simplifier. Donc comme beaucoup de personnes, j'ai suivi des études en droit. J'avais une voie toute tracée qui était la fonction publique. Puisque mes parents eux-mêmes étaient fonctionnaires, j'ai choisi de faire ce choix-là. J'ai fait ce choix-là à une époque. J'aimais cette idée déjà de servir et d'assister des personnes de manière, on va dire, désintéressée. C'est ce qui me plaisait vraiment le plus. Donc j'ai commencé en tant que fonctionnaire. J'ai eu différents postes dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique d'État. J'étais plutôt dans des services politiques. Ensuite, j'ai évolué vers l'architecture. Et ensuite, j'ai finalement choisi l'enseignement supérieur. Avec une dominance sur responsable sur toutes les affaires générales juridiques. Donc, ça m'a permis vraiment d'expérimenter beaucoup d'affaires différentes. Et aussi l'insertion professionnelle des jeunes. Donc, c'est vrai que c'est un parcours, ça c'est le premier parcours. Et puis ensuite, il y a 3 ans, j'ai monté ma propre entreprise. En coaching, en développement personnel et professionnel. Ce qui m'a amené ensuite, à former des jeunes en lycée et à l'université. Et comme j'étais passionnée également par l'écriture depuis l'enfance, j'ai intégré différents magazines. Alors, comment s'est passée la transition? C'est ça en fait aussi la question. Comment s'est passée la transition? Tout simplement, il y a eu une envie plus profonde à un moment donné dans ma vie, donc il y a à peu près 3 ans, à pouvoir justement accompagner les autres d'une autre manière. C'est-à-dire que dans la fonction publique, j'avais un goût d'inachevé. J'avais vraiment la sensation plus de me détacher finalement du public. C'était quelque chose de beaucoup plus abstrait. Et j'avais besoin concrètement, en fait, de voir le résultat de mes yeux. Donc, pouvoir vraiment être dans l'action et pouvoir être dans un accompagnement réel. Donc, c'est vrai que le métier de coach m'est apparu un petit peu comme une évidence. J'ai aussi suivi des formations pour ça. Mais je pense que le métier de coach, c'est aussi quelque chose qu'on a en soi. C'est pas forcément que des diplômes. C'est quelque chose qu'on a expérimenté. Mon parcours a vu aussi que j'ai été confrontée à certaines situations au niveau notamment de la santé. J'ai été paralysée notamment pendant 1 an et demi. Et c'est vrai que c'est quelque chose où le fait de devoir expérimenter à réapprendre à marcher aussi seule, accompagnée par un kiné, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de force intérieure. Et finalement, cette force intérieure, je l'ai modélisée. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'accompagner les autres de manière réelle. La formation, finalement, c'est aussi la modélisation de ce qu'on a, de ce que j'ai pu apprendre au travers des accompagnements que j'ai faits. Et l'écriture aussi, c'est un moyen de les communiquer. Donc en fait, tout est lié. En réalité, les casquettes sont liées. Oui, bien sûr.
Et donc justement, dans les 4 sagesses indiennes que j'ai eu la grande chance de lire et de découvrir, tu me parles justement de cette quête intérieure. Tu parles justement de comment tu es arrivé à toi-même d'abord expérimenter ces sagesses. Et puis, tu les transmets aujourd'hui. En tout cas, tu as visiblement eu cet appel de les transmettre aux autres par le biais de cet ouvrage. Donc, comment tu en es venu justement à expérimenter ces sagesses? Quel a été l'événement dans ta vie qui t'a poussé à t'y intéresser? Alors, l'événement qui a été fondateur, ça a été donc l'année dernière, en 2018. Ça rebondit aussi sur la première question que tu as posée. Au fur et à mesure, c'est vrai que depuis plusieurs années, j'avais vraiment l'impression de me déshumaniser au niveau de mon travail. J'ai eu cette impression de robotisation, j'ai eu l'impression de devenir quelque part en fait une boîte mail et de ne plus du tout avoir de sens à mon action. Et cette perte de sens finalement que j'ai eue dans ma vie avec des jours qui se répétaient où j'avais la sensation de ne pas faire ce que je devais faire aussi dans cette vie-là m'a fait complètement perdre mes repères. Donc j'ai fait un burn-out. D'accord. Un burn-out qui est arrivé donc au printemps, au début du printemps 2018. Et bien tout simplement, j'ai eu cette rencontre avec différents signes qui m'ont amené aussi sur ces sagesses-là. D'une part, donc par une rencontre fortuite avec un joli marque-page où il y avait marqué en fait un texte que je ne comprenais pas moi, pourquoi c'était pas marqué en français. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de connaître dans mon entourage des personnes qui, elles, étaient en mesure justement de pouvoir m'expliquer ce que c'était. D'accord. Donc, notamment Sylvie et Rami. Et donc, ces deux personnes-là m'ont vraiment permis de comprendre finalement ce qu'il y avait derrière ces hiéroglyphes, en fait, ces messages codés que je ne comprenais pas. Et m'ont expliqué finalement ce qu'étaient ces 4 sagesses indiennes. Qui étaient transmises finalement oralement dès l'enfance en Inde. Donc c'était quelque chose qui faisait partie intégrante de la culture. C'était quelque chose qui était assimilé dès l'enfance. Et à partir de là, j'ai simplement eu des réflexions. J'ai commencé à écrire sur des bouts de papier, et je suis allée au fond de moi-même. Donc j'avais vraiment ce besoin aussi, je pense, de m'écouter, d'aller écouter ce qu'il y avait à l'intérieur finalement de mon corps, de mon âme, au-delà de cette enveloppe corporelle et au-delà de ce cerveau, et de faire vraiment ce plongeon-là. Et je pense que ce plongeon, finalement, c'était la seule chose qui pouvait se passer, ça c'est sûr, parce que j'en étais arrivée à un point où c'était une déconnexion totale vis-à-vis de ce qu'il y avait, et il y avait simplement une énorme souffrance. Et à partir de là, c'est vrai que le fait de me poser des questions, le fait d'aller dans cette réflexion-là, le fait aussi de rencontrer des gens qui ont eu un parcours de vie qui finalement illustrait ces sagesses-là, ça m'a fait regrimper finalement les marches petit à petit vers le mieux-être, vers la paix intérieure. Et j'ai trouvé intéressant, tout simplement de partager ma modeste expérience avec les autres. Ok. Et je crois aussi, parce que tu parles justement de ce plongeon que ces 4 sagesses t'ont permis aussi de faire en toi. Et je crois que en fait, ce plongeon-là, il a aussi été favorisé par un retour dans ta ville natale à tes racines, à Pau. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un réflexe quand ça n'allait pas, avec des moments de vie qui sont plus ou moins faciles à gérer, d'avoir un retour aux sources, aux racines qui sont les nôtres. Et j'avais vraiment, en fait, ça coïncidait avec une fête familiale qui était Pâques. Et donc je suis revenue chez mes parents. Je suis revenue dans cette maison que j'ai habitée pendant plus de 20 ans. Je suis retournée dans ces rues que je foulais depuis que j'étais enfant. J'ai reconnecté à des amis qui font partie de ma famille. J'ai reconnecté avec la beauté
du site. Et c'est vrai que tout ça, ça a eu un écho intérieur très fort. Les personnes aussi qui m'aidaient à comprendre ces sagesses-là habitaient à Pau aussi. D'accord. Ok. Et du coup, eh bien, tout a été lié. Et c'est vrai que je trouve que c'est très important de ne jamais perdre de vue d'où l'on vient. C'est vraiment quelque chose aussi qui peut faciliter le plongeon, la reconnexion à soi, qui peut faciliter finalement l'écoute de son âme. Et est-ce que justement tu dirais que c'était un peu comme une deuxième naissance, parce que on voit ce plongeon en toi, on voit aussi cette reconnexion en fait aux racines, avec j'imagine peut-être une forme de guérison, je sais pas. Oui, c'était une deuxième naissance, oui, effectivement, parce que tout simplement j'ai compris ce que je devais, entre guillemets, entreprendre aujourd'hui dans ma vie. Ça n'a pas été quelque chose de facile, parce que, eh bien, on a toujours des désirs qui sont projetés sur nous, on a toujours bien le regard de l'autre qui est présent dans la vie, mais de toute façon, à un moment donné, quand on plonge, on a un besoin aussi quelque part de vérité, on a un besoin de pureté, et on a un besoin de transparence. Et ce besoin-là, eh bien, quand on le reconnecte, forcément, on en ressort différent, parce que quand on s'écoute profondément, on comprend que peut-être la voie qu'on entreprend n'est pas forcément celle qui est faite pour nous, et qu'à un moment donné, eh bien, on mute. Donc, je me rappelle dans mon introduction notamment, j'ai dit que mon âme avait mué. Et c'était tout à fait ça finalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme, voilà, elle a besoin aussi, on est en perpétuelle évolution, et bien quand on revient et quand on écoute son âme, on se rend compte finalement que, ok, maintenant il y a un autre chemin qui est là devant nous, qui est pour nous, et moi voilà, j'ai décidé effectivement d'entreprendre ce chemin-là qui n'est pas aussi prévisible que le premier que j'avais pris. C'est l'aventure, c'est la découverte, mais je sais que c'est celui qui est juste aujourd'hui. Donc oui, en ce sens, c'est une nouvelle naissance parce que finalement, c'est un retour à ce que j'aurais toujours dû être. C'est encore plus profond. C'est même carrément ça. C'est une reconnexion à ce que je suis véritablement et au-delà finalement, au-delà de tout, au-delà de cette modélisation qu'on a eue dans la tête, au-delà des idées qu'on met en tête. Voilà, mais en tous les cas, oui, c'est une seconde naissance. Ok. On va revenir sur le thème de l'âme après parce que j'aime beaucoup comment tu en parles au niveau de ton livre. Mais tout d'abord, j'aimerais pour ceux qui nous écoutent, que tu nous parles un petit peu de ces 4 sagesses. Qu'est-ce que c'est concrètement ces 4 sagesses indiennes? Alors, ces 4 sagesses indiennes, donc, ce sont 4 principes, 4 proverbes, on pourrait dire finalement, qui parlent et évoquent à la fois les relations avec les autres, à la fois les événements que l'on rencontre dans la vie, et à la fois eh bien, le rapport que l'on entretient avec l'espace temporel. Donc à la fois aussi bien avec le futur que le passé. Et le présent, bien évidemment, parce qu'on est toujours dans des divagations, donc ça nous rappelle finalement notre ancrage et cette nécessité de s'ancrer au moment présent. Et donc, ce sont 4 proverbes qui évoquent, par exemple, eh bien, le fait que lorsqu'on rencontre une personne, eh bien, quiconque vous rencontrez est la bonne personne, c'est-à-dire que chaque personne a quelque chose à nous apprendre. La deuxième, c'est que ce qui peu importe qui arrive dans votre vie, c'est la seule chose qui pouvait arriver, donc là, c'est par rapport aux événements. La troisième, c'est plus quelque chose qui évoque eh bien, chaque moment est le bon moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard, il n'y a pas non plus voilà, quelque chose qui est trop avancé, c'est simplement que l'âme est prête à vivre l'événement. Et enfin, la quatrième, c'est quand c'est passé, enfin quand c'est terminé, donc c'est-à-dire comment pouvoir survivre à certaines choses, à certains événements, et comment finalement pouvoir aussi considérer notre état actuel vis-à-vis de ces événements pour mieux les guérir. Donc, ce sont 4 proverbes. Par contre, ce qui est très important, et ce sur quoi j'ai vraiment envie d'insister, c'est que ce n'est pas, les 4 sagesses, ce n'est pas un reconditionnement. Ce ne sont pas des conditionnements mentaux que vous allez avoir. C'est simplement une réflexion qui est posée.
chacun prendra ce qu'il voudra. Chacun prendra ce qui résonne en lui. C'est-à-dire qu'on vous propose simplement de réfléchir à ces sujets-là, mais pas réfléchir avec votre cerveau, c'est de vraiment réfléchir avec votre cœur et de réfléchir à ce qui fait écho en vous. Donc, c'est vraiment finalement cheminer, c'est un voyage intérieur avec ces proverbes-là. Et c'est pas, je décide aujourd'hui de me conditionner en considérant que telle chose ou telle chose. Non, c'est pas du tout ça. Bien sûr, c'est pas vous dénaturer. Au contraire, c'est vraiment écoutez-vous. Il y a différentes perceptions de la vie. Voilà comment les sagesses indiennes perçoivent les gens, les événements, le rapport avec le temps. Et prenez ce que vous avez à prendre et écoutez votre âme, comment elle entre en résonance. Peut-être que vous serez d'accord avec, peut-être qu'à des moments, ça ne vous parlera pas, mais finalement, en tous les cas, ce qui est important, c'est de savoir, en accord avec vous et avec votre authenticité, si vous partagez finalement ces sagesses-là. Ensuite, dans les sagesses indiennes, ce qui est important, et ce qu'on a voulu, c'est de créer quelque chose de très concret en fin de chapitre, pour aider les lecteurs justement qui le souhaitent, à travers des rituels de sagesse, leur permettre finalement d'accéder à la paix intérieure par des rituels. Ces rituels-là portent sur 4 éléments qui sont l'ancrage, c'est-à-dire la nécessité de se connecter au moment présent, la gratitude, pouvoir être en mesure d'être reconnaissant vis-à-vis des choses que l'on vit, vis-à-vis des personnes qui sont aussi dans notre entourage. Vous avez aussi des rituels qui concernent le détachement vis-à-vis notamment d'événements qui sont difficiles, que peut-être vous n'êtes pas parvenu à transcender. Et enfin, l'acceptation. Alors, l'acceptation, là aussi, pas l'acceptation bête et méchante à travers le cerveau, mais l'acceptation dans l'âme. Et là aussi, et c'est très important, je propose des rituels, je ne les impose pas. Bien sûr. C'est-à-dire que j'explique aussi comment vous allez pouvoir créer vos rituels en résonance avec vous. N'appliquez pas bêtement, allez vraiment chercher à l'intérieur de vous, et je vous explique simplement certains actes symboliques qui pour moi, que j'expérimente, que j'ai pu faire dans mon passé et encore dans mon présent. Je vous les propose et peut-être que ça va générer des choses chez vous où vous allez vous dire, tiens, ça je le vois plus de cette manière-là. Bien sûr. Appliquez-le, faites-le, tout simplement. Alors, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton livre, c'est l'inclusion, en fait, ou en tout cas, on trouve un petit peu de la spiritualité et du développement personnel. En tout cas, on a l'impression d'être dans une frontière très mince. Mais tu parles de spiritualité et en même temps, c'est une spiritualité qui semble être très incarnée dont tu parles, vu que effectivement, hein, comme tu viens de le dire, tu proposes des petits rituels que tu n'imposes pas, mais voilà, il y a quand même une invitation à ce que la personne puisse cheminer elle-même vers sa propre libération ou voilà, dans le sens de quelque chose de meilleur pour elle. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à trouver peut-être des ouvrages qui sont purement spirituels ou des ouvrages qui sont purement développement personnel, mais à l'intérieur de ton écrit, on trouve finalement les deux et les deux sont liés, quoi. Voilà. Exactement. Alors, effectivement, les deux sont liés et quand on m'a demandé, quand les libraires me demandent voilà, où est-ce qu'ils peuvent classer finalement ce livre-là. Donc c'est vrai que je leur dis plus développement personnel, voilà, mais en réalité, c'est vrai que c'est un ouvrage qui est à la jonction entre les deux. Parce que le développement personnel pur et dur, ce que j'ai tendance à lui reprocher, c'est que bon, il a ses limites. Forcément. Pourquoi? Parce qu'il va beaucoup plus considérer le cerveau, la reprogrammation au niveau du cerveau, les neurosciences, etc., qui est une part voilà, importante, qui est une part intéressante aussi à découvrir. Et il n'y a pas tout acheté, loin de là. Mais au bout d'un moment, en fait, malheureusement, on peut arriver en bout de course sans avoir réglé les problèmes.
Pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, il y a des blessures d'âme. Il y a des blessures qui sont beaucoup plus émotionnelles, mais encore plus que les émotions, il y a quelque chose, en fait, d'autre qui s'attaque à votre essence, qui s'attaque à votre signature personnelle, invisible. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, qui m'importe aujourd'hui. Alors, pourquoi? Parce que la spiritualité, ce n'est pas que pratiquer une religion, c'est pas forcément d'ailleurs pratiquer une religion. La spiritualité, c'est simplement être à l'écoute, être à l'écoute de son intériorité, être à l'écoute de son unicité, pas être à l'écoute uniquement d'une partie de soi, mais de l'ensemble de soi. Donc c'est reconnaître aussi son intuition, c'est reconnaître son cœur, c'est reconnaître tout ce qui, tous nos sens finalement aussi qui nous donnent des éléments, c'est reconnaître peut-être des synchronicités que vous avez aussi dans la vie, des signes, et pas considérer que c'est uniquement des coïncidences. Et moi je ne crois pas qu'on change de vie, très sincèrement, je ne crois pas qu'on change de vie simplement en étant dans une réflexion purement intellectuelle. Je ne crois pas qu'on change de vie en se conditionnant sur des choses auxquelles on ne croit pas. Je ne crois pas qu'il y a de recettes miracles. Et c'est pour ça qu'à certains moments, le développement personnel a pu me poser un souci et où finalement, eh bien, j'ai décidé aussi tout simplement d'inclure bêtement, entre guillemets, l'écoute de soi, l'écoute de l'intérieur, et je crois que là, par contre, effectivement, on peut changer de vie quand on s'écoute vraiment. Et c'est pas si simple. C'est quelque chose qui paraît simple, mais c'est pas quelque chose qui est simple. Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et justement, est-ce que tu penses que cette spiritualité, c'est quelque chose qui s'incarne dans la vie quotidienne? Bien sûr, c'est quelque chose qui s'incarne dans la vie quotidienne, ne serait-ce finalement qu'en étant conscient, en n'étant pas un robot. Et justement, dans mon livre, c'est ça qui m'a fait aussi écrire ce livre, le burn-out. Qu'est-ce qui se passe dans un burn-out? C'est quand si vous vous sentez finalement devenir robot, c'est quand vous vous sentez devenir complètement déshumanisé, et c'est quand vos actions n'ont plus aucun sens. Plus aucun sens à l'intérieur de vous. Et donc pour moi, la spiritualité, c'est simplement être et reconnaître finalement son être. C'est quelque chose qui est pleinement incarné et que vous allez pleinement incarner vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi des autres, vis-à-vis de votre comportement, vis-à-vis des autres, vis-à-vis des actions et des choix que vous allez avoir, vis-à-vis aussi de quelque chose de très bête, mais vis-à-vis à des moments, eh bien, quand vous rangez votre intérieur, quand vous rangez votre maison, de choisir en conscience ce qui est peut-être le plus beau pour vous, le plus inspirant pour vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, etc. Donc c'est vraiment finalement quelque chose qui s'incarne de manière très concrète. C'est pas être perché ou être retiré dans un monastère au fin fond de la Corrèze sans aucun contact avec l'extérieur. Il n'y a pas de rôle à jouer finalement dans ça. C'est simplement écoutez-vous et ayez une vie inspirée par qui vous êtes, tout simplement. Et alors dans ton livre, donc tout à l'heure on en parlait, tu parles beaucoup de l'âme. Donc pour toi justement, qu'est-ce que c'est l'âme? Parce que c'est vrai que, ben voilà, on l'a dit, hein, ton livre il touche vraiment ces deux domaines, le développement personnel et la spiritualité. Donc ce serait intéressant que tu nous expliques pour toi c'est quoi. Alors, vaste question. L'âme pour moi, c'est ce qui s'incarne dans un corps physique. L'âme, c'est l'invisible, mais c'est ce qui fait en fait la résonance et la signature d'un individu. L'âme, c'est ce qu'on oublie trop souvent dans notre vie, qui est finalement conditionné par le cerveau. L'âme, c'est ce supplément qui fait que la vie que l'on va mener va être juste vis-à-vis de notre identité profonde. Donc l'âme, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui est toujours palpable et qui est toujours là
il suffit simplement d'accepter de se reconnecter à cette âme-là. Ce qui se passe quand vous écoutez votre âme, c'est qu'en fait, eh bien, cette lumière-là, elle va jaillir et elle va être beaucoup plus importante vis-à-vis de l'extérieur. Ok, d'accord. Voilà. Donc l'âme peut se voir justement quand vous rayonnez. Alors, justement, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée dans ton ouvrage, c'est tu parles justement de cette place, en fait, de ce cheminement, du fait vraiment de quelque part de se mettre en route de manière quand même très concrète. Alors je sais pas si on peut dire cette part de responsabilité qu'on a sur ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà, de cette action qu'on doit mener. Et puis tu parles également de cette confiance en la vie, de ce que la vie nous amène aussi, voilà, comme événement. Et tu parles d'une co-création finalement entre ces pas qu'on va faire pour peut-être accéder, voilà, à ce que l'on souhaite, mais en même temps de comment on accueille les événements que la vie nous présente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, effectivement, pour moi, il y a trois grandes conceptions. Il y a des personnes qui pensent généralement que on est maître de tout, qu'on est maître à bord de A à Z. Il y en a d'autres qui pensent plutôt en fait que non, c'est Dieu, une entité supérieure, la source, vous l'appelez comme vous voulez, qui décide de tout. Dans l'une comme dans l'autre des conceptions, je me suis jamais pleinement retrouvée. Voilà. Et donc pour moi en fait c'est quelque chose en fait où vous allez impulser et en même temps eh bien le ciel va aussi impulser et aligner des choses et mettre des choses sur votre chemin. Donc je crois fondamentalement que la vie que vous allez avoir, bien entendu il faut initier des choses dans la matière pour que les choses bougent. Si par exemple je n'avais pas écrit ce livre ne serait pas paru. Bien sûr. D'accord. Ça c'est un exemple concret. C'est pas effectivement quelque chose qui serait venu sur un plateau d'argent sans que j'ai agi. Et en revanche, en même temps, le fait d'écrire ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi le bon moment, le bon éditeur qui soit réceptif. Il y a le fait c'est bien de pouvoir signer avec quelqu'un avec qui ça s'accorde, avec qui vous soyez d'accord. Et puis ça en fait pour moi c'est aussi facilité, c'est quelque chose qui est facilité aussi par finalement votre destin, par par votre karma aussi. C'est-à-dire que vous engendrez des choses, mais il y a aussi des choses qui sont indépendantes de votre volonté. Donc c'est aussi important d'être humble vis-à-vis de la vie, parce que vous pouvez pas tout maîtriser. Bien sûr. Par contre, vous avez le choix systématique de la réponse que vous allez apporter aux événements. C'est-à-dire que quand c'est pas sous votre contrôle, quand par exemple, eh bien, admettons, quelqu'un dans votre famille tombe malade, c'est pas de votre fait, c'est comme ça. Eh bien, vous avez le choix de la réponse que vous allez apporter face à ça. C'est-à-dire comment vous allez impulser, comment vous allez réagir, qu'est-ce que vous allez impulser concrètement dans la matière, quel discours vous allez aussi avoir, comment vous allez peut-être faciliter la vie à cette personne-là, ou qu'est-ce que vous allez faire pour elle. Donc tout ça, effectivement, il y a encore des actions. C'est-à-dire que même quand le destin finalement, ou même quand la vie vous met des choses sur votre chemin, vous avez aussi le choix de la réponse, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une co-création, c'est comme si finalement vous aviez un livre, vous aviez une plume, l'autre, l'entité supérieure a aussi une plume, et vous co-créez finalement une histoire, et qui est votre histoire. D'accord. Alors, il y a également quelque chose qu'on retrouve un peu en fil rouge, en fait, dans ton livre, même si, c'est très vaste, parce que ton livre aborde beaucoup de thématiques. Mais néanmoins, on retrouve l'instant présent à l'intérieur de ton livre. Tu nous expliques en fait que s'attacher à l'instant présent, ça permet aussi de pleinement investir sa vie finalement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques sur l'instant présent, beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Et c'est vrai que
l'instant présent, on a l'impression tous de le connaître finalement, on se dit oh ben c'est facile. Sauf qu'en réalité, si vous prenez juste le temps, 2 minutes de vous poser, quand par exemple les gens s'essayent à la méditation, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent ah mais c'est compliqué ton truc là, parce qu'en fait moi dès que je me pose l'espace de 30 secondes, en fait je réfléchis à la liste des courses que je dois aller faire, au dîner que je dois préparer, à la sortie scolaire pour les enfants. Donc ça montre bien en fait que l'instant présent, c'est quelque chose qu'on connaît tous en théorie, mais en réalité finalement c'est pas si facile parce que on a des divagations, parce que on a le cerveau qui va aller dans le futur ou aussi dans le passé, dans des regrets, dans des choses qu'on n'a pas faites, et est-ce que j'ai bien fait, etc., etc. Donc c'est vrai que pour moi c'est très important finalement de pouvoir quand ces choses-là arrivent, bien sûr, les accueillir. Ça sert à rien de se dire non, ça n'existe pas, d'être en mesure de les accueillir. Et ensuite, eh bien, si on a envie effectivement d'investir sa vie, de ne pas se laisser totalement parasiter finalement par ces divagations et se dire ok, maintenant en fait, si par exemple je regrette d'avoir, je sais pas, de pas avoir parlé à telle personne que j'avais rencontrée à une soirée et qu'en fait elle me plaisait, ok, très bien, tu le regrettes. Maintenant, tu peux faire quoi? C'est-à-dire dans le concret, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu as envie d'investir maintenant, aujourd'hui? Idem par rapport au futur, c'est-à-dire, oulala, mince, j'ai très peur parce que il va se passer telle chose à tel moment, j'ai telle réunion, ça va pas du tout bien se passer, je suis sûre qu'il y a un tel qui va me poser telle question et ça va pas bien se passer. Ok, très bien. Mais maintenant, en fait, dans le présent, pour l'investir pleinement et pour t'y préparer, qu'est-ce que tu peux faire? Donc c'est toujours finalement, quand quelque chose nous traverse, ne pas l'ignorer, mais pouvoir systématiquement se dire, d'accord, maintenant, en fait, qu'est-ce que je peux faire de concret au lieu de ruminer et au lieu de me stresser à la fois énergétiquement, physiquement, émotionnellement, qu'est-ce que je peux faire tout simplement. Et tu mets aussi en lien en fait cet instant présent avec la projection des fois de certains futurs en fait qu'on peut faire, et tu dis que justement être trop dans la projection de ce futur, c'est manquer finalement des jolis moments dans son présent et peut-être manquer de les vivre pleinement. Oui, c'est exactement ça. C'est en fait, quand on réfléchit, c'est vrai, par rapport à la vie, par rapport au comportement qu'on peut avoir, eh bien, on peut avoir tendance effectivement à se faire des films et à trop se faire de films. Finalement, on en oublie ce qu'on peut vivre concrètement ici et maintenant. Donc, par exemple, voilà, je fantasme sur, admettons, les jolies vacances que j'ai envie d'avoir au mois d'août parce que tu comprends, c'est bien, je vais faire telle activité, etc. Et, tandis que maintenant, mon présent, il est nul. Et en fait, quand vous êtes dans ce style de projection-là, vous en oubliez presque à côté finalement votre compagnon qui a pu mettre une jolie table et qui a pu vous préparer le repas, votre enfant qui vous a fait un joli dessin, etc. Et finalement, de ne pas voir concrètement tout ce qui est joli autour de vous maintenant. C'est-à-dire que, ok, votre voyage il sera peut-être super quand vous allez le faire au mois d'août, mais maintenant, en fait, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, de la joie à l'instant présent. Et c'est vrai que parfois, comme ça, finalement, quand on est dans des divagations systématiques, eh bien, on loupe sa vie. La vie, elle vous attend pas. Voilà, le présent, il est là, il n'est plus. Et en fait, c'est dommage parce que même c'est effrayant, je trouve, de se dire qu'en fait, on peut passer à côté de sa vie en étant uniquement en train de penser à l'après. Je serai heureux quand j'aurai fait ça. Je serai heureux quand je serai à la retraite. Je serai heureux quand j'aurai fait tel voyage. Ou je ne peux pas voyager parce que tu comprends, j'ai un crédit sur le dos, donc je le ferai à 60 ans. C'est dommage parce qu'en fait, vous ne savez pas si vous arriverez à la retraite. Vous ne savez pas si vous allez faire telle chose ou telle chose. La seule réalité, c'est qu'est-ce que vous êtes maintenant et qu'est-ce que vous avez envie d'impulser et de vivre. Et attention, autour de vous, il y a des choses qui valent le coup, qui valent la peine, qui sont là. Soyez en gratitude, en fait, par rapport à ça. Ne perdez pas de vue, en fait, ce qui se passe. Et on voit bien que tous les thèmes, en fait, que tu abordes dans ton ouvrage, finalement, effectivement, il y en a beaucoup, mais en même temps, ils sont tous liés, d'une certaine manière. Oui,
Oui, il y a tout qui est lié parce que finalement, l'instant présent, ça va aussi avec la gratitude, par exemple. Le fait d'être en mesure de pleinement se connecter au moment présent va vous ouvrir quelque part le cœur à qu'est-ce que je peux remercier, qui je peux remercier, pourquoi j'aime ma vie maintenant, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle ait encore plus de sens pour moi. De même, l'instant présent va vous faire comprendre bien peut-être qu'il y a certaines blessures qui sont là et qui vous empêchent peut-être d'avancer et de travailler sur le détachement et l'acceptation. Donc en réalité, effectivement, il y a tout qui est lié et le fil rouge, c'est finalement sa paix intérieure, trouver sa propre paix intérieure en s'écoutant, en réalisant, en s'investissant et en écoutant l'âme, en fait, en tendant l'oreille vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. En quoi c'est justement important de justement revenir à soi et parce qu'on vit quand même dans cette société qui nous pousse à sortir constamment de nous-mêmes, à s'intéresser constamment à ce qui est à l'extérieur. Donc en quoi c'est important? C'est important parce que tout simplement depuis l'enfance on projette des choses sur nous. On vit dans, je veux pas noircir le tableau, mais on vit quand même au sein de différents groupes sociaux, au sein d'une famille, au sein d'un groupe social, ça existe encore, au sein d'écoles, au sein de groupes. Et il y a des codes au sein de chaque groupe. Et c'est vrai que ces codes-là, finalement, on vous fait comprendre, parfois très subtilement, mais que c'est bien en fait, si tu suis cette voie-là, parce que tu comprends, c'est la seule qui est acceptable, c'est la seule qui est valorisable, c'est la seule qui te mènera à quelque chose. Donc en fait, on engrange tellement de choses, tellement de croyances, mais en fait, on s'est jamais forcément demandé si on était en accord avec ces croyances. Si on avait vraiment envie, en fait, au fond de nous, de suivre tel métier, ou de faire tel métier, ou d'avoir une famille, ou d'avoir un enfant. En fait, très souvent, quand je demande aux personnes pourquoi vous avez fait tel choix, ou qu'est-ce qui a fait que, parce que c'est comme ça, en fait, parce que c'est la norme, parce que ça, et est-ce que c'était une envie profonde? Pas forcément. D'accord. Et le problème, en fait, c'est que revenir à soi, si on ne revient jamais à l'intérieur et si on n'écoute pas l'intérieur de soi, finalement, on vit la vie des autres. On vit la vie imposée, on vit un soi qui n'est pas soi, en réalité. Et à la fin de notre vie, on arrive et on se dit que on a loupé notre vie, mais qu'en fait, on n'a jamais investi notre vie. On n'a jamais fait ce qui nous faisait vibrer de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est très important de se réserver des moments, de se réserver aussi peut-être tout simplement, au lieu de se réserver des moments, j'ai presque envie de vous dire d'être connecté systématiquement à vous-même. Si, quand vous prenez des décisions, quand vous faites des choix, de demander à l'intérieur, est-ce que c'est juste, qu'est-ce que je ressens en fait? Je ressens quoi quand je pense à telle éventualité? Pas penser ici. Pensez vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des manifestations physiques? Est-ce que il y a quelque chose qui dit oui à l'intérieur qui est plus, qui n'est pas forcément palpable, mais que vous ressentez à l'intérieur de vous? Donc c'est vraiment systématiquement agir comme ça pour pouvoir vous vivre vraiment finalement la vie que vous avez envie de vivre. Donc, par rapport à ce livre, donc on comprend bien que ces 4 sagesses indiennes, tu les as toi-même expérimentées. Et est-ce que finalement, écrire ce livre, c'est une manière pour toi peut-être aussi de les transmettre et que ça aille plus loin par le biais des personnes qui te liront? Oui, j'aimerais forcément, c'est vrai que de les avoir expérimentées, ça m'a permis aussi de voir à quel point moi elles ont été capable de transformer ma vie pour pouvoir accéder au moi intérieur, au véritable moi et à mon chemin de vie. Le fait de transmettre, ça a toujours été aussi dans ma nature et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire. Donc oui, ce serait bien sûr que j'ai envie que les gens puissent les découvrir, se les approprier,
réaliser aussi peut-être des rituels et comprendre que voilà, il y a leurs rituels, leur empreinte à mettre et qui peuvent résoudre des problèmes grâce à des choses très très concrètes, c'est-à-dire prendre toute la sagesse spirituelle de ces sagesses et la mettre dans la matière pour pouvoir résoudre des problèmes tels que l'acceptation, le détachement traumatique, tout ce qui est aussi la gratitude, s'ancrer dans le moment présent, et bien sûr pouvoir les faire vivre et eux-mêmes finalement en devenir peut-être le messager auprès de leur propre famille. Ensuite, oui, j'ai envie que les personnes les découvrent. Alors pour ça, je vais aussi faire des ateliers en ligne parce que j'ai vraiment aussi envie de transmettre aux personnes de manière très directe. C'est un souhait, c'est un projet que j'ai à partir de la seconde partie de l'année 2019. D'accord. Voilà, j'ai aussi envie de faire, pourquoi pas, des conférences, peut-être aider les personnes à créer leur propre rituel également. Voilà, et puis je pense que tout simplement, les personnes ensuite se chargeront elles-mêmes peut-être, eh bien, si ça les a touchées, d'en parler aux autres, d'en parler, de les faire découvrir à d'autres personnes. Voilà, je pense que c'est une chaîne finalement qui va peut-être s'impulser d'elle-même, de manière la plus naturelle qui soit. Alors on a compris que quand on t'a présenté que tu avais plusieurs casquettes et donc tu étais bien occupée, mais quels sont les nouveaux projets de Caroline Frizou, je sais pas, dans les prochains mois, voire peut-être les prochaines années? Oui. Alors, dans l'année en cours 2019, j'ai vraiment ancré l'intention d'aller rencontrer les personnes, d'aller rencontrer les lecteurs. Donc, il faut savoir que les sagesses indiennes, donc pour ceux qui nous écoutent, qui seraient peut-être de Belgique ou de Suisse, et le livre va apparaître également dans nos pays respectifs. Et j'ai vraiment envie d'aller rencontrer les lecteurs, d'aller discuter avec eux, échanger, peut-être aider. J'ai très envie aussi de me déplacer dans certains endroits comme des EHPAD. J'ai envie d'aller en prison, j'ai envie d'aller en hôpital également parce que je connais bien le versant hôpital. Et voilà, j'ai vraiment envie en tous les cas de faire vivre ces sagesses et de rencontrer. Ça, c'est très important pour moi. D'accord. Ensuite, à partir de fin d'année 2019, j'ai deux projets en cours d'un point de vue du coup écriture. Je suis en train d'avancer. Notamment un premier qui sera plus dédié à une expérience de vie personnelle liée à la résilience. D'accord. Un témoignage de vie. Et le second qui sera le reflet aussi d'une grande aventure que je vais vivre en 2020 puisque je pars pour 8 mois de tour d'Europe. D'accord. Caravane, avec d'autres et j'ai très très envie de partager cette expérience humaine et de reconnexion aussi au monde à travers un autre ouvrage. Ok, super. Donc là, on arrive à la fin de cette interview. Avant de la finir et que tu nous donnes un petit mot de la fin, j'aimerais quand même montrer les 4 sagesses, un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, il me semble que par contre, c'est la couverture non définitive, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est non définitif parce que on est en train de débattre par rapport à la fois à la couleur de la couverture, de cette magnifique en tous les cas couverture et aussi parce que Patrick Poivre m'a fait l'honneur d'être mon préfacier, donc on a forcément envie aussi de lui rendre hommage à travers Je comprends bien, d'accord. Voilà. En tout cas, on sera dans les librairies à partir du 26 février, Caroline. Et alors, pour ceux qui nous écoutent, pour conclure cette interview, qu'est-ce que tu as envie de dire comme petit mot de la fin? Alors d'abord, je voulais vous remercier, je voulais te remercier Aurore, déjà pour cette interview. Et je voulais vous remercier pour l'avoir écouté. Tout ce que j'ai envie en fait de dire aux personnes, c'est n'hésitez pas à plonger en vous-même. Le plus tôt sera mieux.
C'est le seul moyen finalement de vous incarner dans la matière, c'est de partir de votre âme pour ensuite guider votre action. Et c'est de se confronter le plus rapidement possible à sa vérité et de faire aussi ce qui est le plus important pour nous. Rapidement, voilà, parce que on ne sait jamais quoi demain est fait, mais par contre le présent nous appartient. D'accord, Caroline Frizou, merci beaucoup pour cette interview pour l'alternative.fr et voilà, belle continuation pour la publication de ce livre qui arrive bientôt dans les librairies et pour tous tes autres projets. Merci à toi, Aurore. À bientôt. À bientôt.